Madame la Ministre, Monsieur le Directeur général de la Sécurité extérieure, Mesdames et Messieurs les élus, je voudrais essayer d'illustrer rapidement la façon dont les armées s'investissent comme un acteur clé dans leur mission de lutte contre le terrorisme, qui varie évidemment selon les théâtres d'opération, en fonction des objectifs, des moyens qui sont consacrés, des modes d'action qui peuvent différer, mais en tout état de cause, toujours avec, ça a été évoqué par la ministre et ça vient d'être rappelé par le DGSE, avec un souci d'intégration et de coordination particulièrement fine pour être efficace dans cette action de contre-terrorisme. Les armées, elles sont engagées en réalité comme acteurs clés de cette lutte contre le terrorisme, tant sur le territoire national, où ce terrorisme s'exprime, qu'à l'étranger, où il trouve évidemment des zones refuges et des zones à partir desquelles il peut se renforcer et conquérir de nouveaux territoires. Et les armées investissent également beaucoup d'efforts dans la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Et je vais aborder ces 3 points. D'abord, sur le territoire national, les armées agissent dans tous les milieux, aériens, maritimes, terrestres, et dans le milieu cyber, évidemment. Elles sont primo-intervenantes, vous le savez, dans les milieux aériens et maritimes. Elles contribuent à la protection du territoire national dans le cadre des postures permanentes de sûreté aérienne et maritime, auxquelles s'ajoute un dispositif permanent de cyberdéfense. Ces postures ont vocation à être renforcées en fonction d'événements particuliers. J'y reviendrai. Dans le milieu terrestre, vous le savez, la mission première de l'opération Sentinelle est de faire face à la menace terroriste militarisée sur le territoire national. 7000 militaires par jour y sont déployés. Notre objectif à court terme est de concentrer notre effort sur les zones les plus sensibles, où l'action des armées est effectivement complémentaire de celle des forces de sécurité intérieure, en coordination étroite avec le ministère de l'Intérieur. Dans les milieux maritimes et aériens, le ministère des Armées joue également un rôle majeur en matière de contre-terrorisme. En effet, le Premier ministre peut confier au ministère la responsabilité de la réponse gouvernementale à un événement terroriste qui se déroulerait en mer ou dans l'espace aérien. Dans le milieu cyber, les armées ont un mandat de lutte contre la propagande terroriste menée depuis l'étranger, dès lors qu'elle porte atteinte aux intérêts français. À partir de la veille des réseaux sociaux, le ComCyber contribue au signalement et à la suppression de produits de propagande, et cela dans un travail de coordination étroite avec l'interministériel et l'interallié. D'autre part, dans le cadre des opérations, les armées, en particulier le ComCyber, conçoivent et mènent des opérations contre les capacités numériques des organisations terroristes pour contrer la menace en provenance de ces théâtres extérieurs. Enfin, les armées peuvent engager des capacités rares en appui des forces de sécurité intérieure. Je pense en particulier aux capacités de lutte contre la menace nucléaire, biologique, radiologique et chimique, pour lesquelles elles développent des compétences, des capacités et des savoir-faire qui lui sont propres. D'autre part, et je vais réévoquer ce qu'a longuement développé Monsieur le DGSE, évidemment les armées sont particulièrement engagées aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme à l'étranger. Pour l'essentiel, cette action est centrée au Sahel et au Levant. Cela a été évoqué par la ministre, y compris en payant le prix du sang et en ayant des hommes et des femmes qui s'engagent avec la notion très claire de leur objectif de protection des Français contre cette menace terroriste. L'ennemi, dans ces 2 zones du Sahel et du Levant, par les méthodes qu'il emploie, par ses objectifs, par la volonté qui est la sienne d'avoir une emprise croissante sur la population, le projet politique qui est le projet de ces organisations qu'a évoqué tant la ministre que Monsieur le DGSE, l'ennemi, évidemment, peut être qualifié de terroriste. Et pour faire face à cette menace, il ne peut y avoir évidemment
et une menace qui est portée par un projet politique qu'une stratégie globale. Mais les armées prennent leur pleine part à cette stratégie globale. Face à un ennemi qui en réalité fuit les affrontements directs, est un ennemi asymétrique, les armées doivent adapter leur propre mode d'action. Comme dans tout affrontement, il s'agit d'identifier les moyens d'empêcher l'ennemi d'atteindre ses objectifs. Ces objectifs sont clairs, je les ai dit, c'est accroître l'emprise sur la population, étendre cette emprise territorialement, cela a été rappelé par le DGSE, et en particulier avec la résurgence de Daesh au Levant, mais également la volonté de Daesh, sous la forme de l'EIGS ou du RVIM, d'étendre son emprise sur des territoires dans le nord du golfe de Guinée. Donc étendre une emprise géographique, étendre une emprise sur la population en jouant des tensions interethniques et surtout en pratiquant une politique de terreur qui a été parfaitement définie par Bernard Hénier. Pour faire face à cette menace, nous ne pouvons pas le faire comme nous le ferions dans un affrontement classique et symétrique. Il s'agit donc bien d'une opération de contre-terrorisme qui cherche à valoriser les forces partenaires, cela a été évoqué par la ministre, à renforcer l'État dans ces régions, à appuyer les actions de développement en partenariat avec l'Agence française de développement notamment, à assurer une présence la plus rassurante possible pour les populations locales, à désorganiser les groupes armés terroristes et à empêcher ces mêmes groupes d'occuper le champ informationnel. Pour accomplir tout cela, c'est l'ensemble du spectre des capacités militaires qui est sollicité. Forces conventionnelles, forces spéciales, renseignement et cyber. Alors tout d'abord, cela passe par une évaluation de la menace, dans laquelle les armées, en particulier grâce à la direction du renseignement militaire, qui appartient au premier cercle des services de renseignement, participent à l'évaluation de cette menace. Là aussi, ça a été évoqué dans une intégration très étroite et avec une coordination très fine qui est assurée par la DGSE au sein du ministère et avec l'interministériel. Les armées, en effet, sont engagées dans des zones d'évolution des groupes terroristes, là où ils génèrent des capacités, là où ils recrutent, là où ils forment, là où ils régénèrent ces capacités, là où ils transitent, là où ils trouvent refuge, là où ils agissent, et là, sans doute, d'où ils agissent ou d'où ils se préparent à agir demain. Ensuite, les armées agissent par une montée en puissance de leurs partenaires dans le domaine du contre-terrorisme, par des actions de formation de base, par exemple dans le cadre de l'opération EUTM au Mali, avec des formations d'autre part qui sont plus spécialisées via des détachements d'instruction opérationnelle qui sont détachés par les éléments français au Sénégal et qui permettent de former des groupes spéciaux d'intervention dans l'ensemble des pays du G5 Sahel. Il y a également des actions de formation et d'accompagnement au combat, action de partenariat militaire opérationnel pour Barkhane, avec la Task Force Takuba en particulier, mais également au Levant, à travers l'opération Inherent Resolve, une participation des armées au contre-terrorisme, aux côtés des forces irakiennes et aux côtés des forces autonomes kurdes, dans le cadre de l'assistance militaire opérationnelle. Les armées conduisent d'autre part des actions dans le cyberespace, des actions permanentes qui visent à interdire l'utilisation du cyberespace par les groupes terroristes, des actions d'influence au Levant comme au Sahel, sous l'effet de l'action cyber qui est menée en étroite coopération avec nos alliés américains. Les moyens de propagande et de recrutement adverses ont en effet dû quitter les réseaux sociaux de masse comme Facebook ou Twitter. Et nous conduisons également des actions cyberoffensives sur les groupes terroristes permettant le renseignement, la réduction ou la neutralisation de capacités adverses et la modification de leur perception. Il s'agit également de désorganiser les groupes armés terroristes et à travers eux, leur réseau de soutien et de logistique. L'objectif global de ces actions est de décourager ces groupes et de les mettre progressivement à la portée des forces locales. Il s'agit de harceler, de désorganiser la logistique,
de désorganiser les chaînes de commandement, de limiter la liberté d'action et, au bout du compte, de pousser les organes de commandement à la faute. Pour ce type d'action, les armées mobilisent l'ensemble de leurs capacités, les drones, les avions de chasse, les hélicoptères de reconnaissance et d'attaque, et une série d'actions au sol. Par exemple, les frappes aériennes et les opérations aéroterrestres qui sont conduites contre des regroupements de groupes armés terroristes qui sont généralement le prélude à des attaques, la plupart du temps contre des garnisons alliées, mais également des saisies de ressources logistiques critiques pour les capacités opérationnelles des groupes armés terroristes, comme des motos, des véhicules pick-up, des armes collectives et individuelles. Enfin, ce qui est le plus visible peut-être ou le plus spectaculaire, les actions contre la chaîne de commandement. Car face à ces opérations de désorganisation que je viens d'évoquer, les chefs de groupes armés, des katibats, n'ont d'autre choix que de réagir et sont poussés à la faute. C'est à ce moment-là que, par une manœuvre qui mobilise l'ensemble des moyens qui sont à leur disposition, les armées peuvent localiser et tenter de mettre hors de combat ces chefs. Je note par ailleurs que la volonté de capturer ces chefs de groupe, et pas seulement de les éliminer, conduit à exposer nos soldats. J'insiste sur ce fait, l'intérêt n'est pas tant, et nous l'avons évoqué au cours de la réunion sous la présidence de la ministre ce matin, n'est pas tant de neutraliser ces terroristes pour les éliminer, mais bien d'essayer de les capturer pour remonter le mieux possible leur organisation et être capable de la désorganiser la plus efficacement possible en ayant des sources à exploiter. Encore une fois, ces actions de neutralisation et de capture sont plus dangereuses que s'il ne s'agissait que d'éliminer à distance. Ce processus permet le point de départ d'une exploitation permanente qui nous conduit à relancer l'action et à accroître encore cette désorganisation et à remonter le plus haut possible dans les chaînes de commandement de ces deux organisations que sont le RVIM et le IGS. Dans ce travail, l'engagement du commandement des opérations spéciales est absolument fondamental et je tiens à ce que nous leur rendions un hommage très particulier. Ponctuellement enfin, en liaison, en coordination étroite avec la DGSE, les armées peuvent contribuer à des actions contre les individus de haut rang. C'est une de ces actions qui a permis la mort en novembre 2020 de Bahag Moussa que vient d'évoquer le DGSE. Je terminerai par le rôle moteur que jouent les armées dans la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme. En effet, les armées agissent comme catalyseurs d'un certain nombre d'initiatives internationales contre le terrorisme au Sahel, en particulier par l'intermédiaire de forums et de coalitions qui sont dédiées à cet objectif. Les armées participent également, comme l'ensemble du ministère, à la coordination des efforts au sein d'une organisation qu'on appelle la MFCVEO, Military Framework to Counter Violent Extremist Organization, un forum qui regroupe 13 nations alliées et qui a été créé en 2016. D'autre part, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et sous l'égide de la direction de la coopération de sécurité et de défense, les armées ont appuyé la création de l'Académie internationale de lutte contre terroristes à Abidjan en 2019, avec une participation au financement des infrastructures, la fourniture d'expertise destinée à la montée en puissance de l'Académie et à l'encadrement de divers stages d'entraînement d'unités spéciales et spécialisées de pays du G5 Sahel et du Golfe de Guinée. Vous le voyez, ce travail de coopération internationale vise aussi à anticiper et non pas seulement à traiter la crise là où elle se présente, mais à essayer de prévenir. Les armées, enfin, sont menantes dans la coopération franco-américaine en ce qui concerne les opérations d'influence, en particulier sur les théâtres de nos principales opérations extérieures de contre-terrorisme. Et nous avons créé l'an dernier un partenariat qu'on appelle PAWA pour les actions dans l'Ouest africain qui vise à réunir autour de nous des partenaires locaux, européens, américains,
pour optimiser et harmoniser les efforts de partenariat militaire opérationnel de nos alliés et mieux partager le renseignement pour faire face à cette menace terroriste qui croît dans l'ensemble de la sous-région. Voilà, je ne voudrais pas être plus long, simplement rappeler que les armées jouent pleinement leur rôle dans ce qui est une action globale qui, sous l'autorité de la ministre, fait travailler de façon très étroite l'ensemble des services du ministère, de façon très étroite, en particulier la DGSE et les armées, et par ailleurs travaille aussi en coopération dans une action globale qui est de niveau national et interministériel. Mais je voudrais rappeler que tout cela se fait en même temps que d'autres actions et que la préparation à d'autres actions. La ministre l'a évoqué et je voudrais reprendre ces mots. Les armées sont en train de se préparer à s'engager aussi dans d'autres affrontements de la grammaire stratégique qui se dessinent devant nous. Et au moment même où nous sommes engagés comme un acteur clé de la lutte contre le terrorisme, nous pensons déjà à, pour reprendre les termes de Madame la Ministre, ce qui se dévoile déjà dans cette confrontation stratégique. Et cela requiert également beaucoup d'énergie et beaucoup de préparation de la part de nos forces.